Bonsoir à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré ce soir au bac 2026 et donc aux aménagements de cette année concernant l'organisation des épreuves et en première et en terminale. Donc, je suis Caroline Mignalet, je dirige Averroès e-Learning, une structure scolaire d'accompagnement pour les élèves des lycées français de l'étranger. Cette série de webinaires tout au long de l'année scolaire est organisée donc en partenariat avec la FAP, la Fédération des associations de parents d'élèves. Je ne sais pas si Mélissa nous rejoint ou pas de ce soir. Donc, l'objectif est vraiment de vous donner le plus d'informations possible, en tout cas celles qui sont à ma disposition et celles que je maîtrise. Donc, n'hésitez pas, vraiment, l'objectif du webinaire est vraiment informatif et d'essayer de vous décrypter en fait les informations de manière à ce qu'elles soient le plus claires possible pour vous et vos enfants. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Ah, je suis désolée, Mélissa n'a pas le lien de panéliste, c'est bizarre. J'ai pas vu le mail. Mais vous êtes là. D'accord. Bah, merci beaucoup. Euh, donc, et voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions à utiliser le chat ou l'outil de questions-réponses pour nous solliciter. On rassemblera les questions à deux ou trois moments de ce webinaire de manière à répondre de façon un petit peu organisée et thématique. Euh, voilà. Euh, donc, Cécile est là ce soir, donc Bonsoir. d'Averroès, pour récupérer vos questions, les organiser, etc. Et essayer de répondre à tout le monde en même temps. Si vous avez des questions qui sont auxquelles on ne répondrait pas dans le cadre du webinaire parce qu'elles sont trop individuelles, trop précises, trop spécifiques, on prendra le temps de vous y répondre par la suite, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter à l'issue du webinaire par email ou comme vous le souhaitez, de façon à avoir des réponses à une question vraiment très particulière. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite, hop, à partager cette présentation. Donc, ce webinaire est enregistré euh, et il pourra, pour les personnes qui le souhaitent, être accessible en replay. Alors, donc, la FAP, donc je ne sais pas si vous pouvez parler ou pas pour présenter la FAP, hop, ou si vous souhaitez parler d'ailleurs. Donc, la FAP, c'est votre fédération euh, de parents d'élèves, d'associations de parents d'élèves qui regroupe, hop, voilà, je vous donne la main si vous voulez parler pour la FAP et présenter vos activités. Oui, bonsoir à tous. Désolée pour ce petit raté. Oui, donc la FAP, c'est la Fédération des associations de parents d'élèves des établissements d'enseignement français à l'étranger. On est très content ce soir d'en apprendre un petit peu plus sur le bac 2026. On a également un webinaire avec la direction de l'enseignement de l'AEFE la semaine prochaine, que normalement tous nos adhérents ont dû recevoir également. Et voilà, et n'hésitez pas à aller faire un tour sur fape.org si vous voulez en savoir un petit peu plus sur votre fédération. Merci Caroline. Merci beaucoup, Mélissa. Désolée pour le raté. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur donc, le bac 2026, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui change, à la fois pour les élèves de terminale et pour les élèves de première, hein, puisque vous allez le voir, ils ne sont pas logés à la même enseigne. On fera un focus, on prendra un temps pour faire un focus sur la nouvelle épreuve de maths en première, donc l'épreuve de bac anticipée, qui va être organisée cette année pour la première fois pour les élèves qui sont en première.
On verra ensuite quels sont les enjeux pour les élèves, qu'est-ce que ça implique en fait cette organisation de bac qui mixe contrôle continu et épreuve terminale. Et puis on verra rapidement à la fin comment est-ce que à Averroès on peut accompagner les élèves qui le souhaitent ou qui en éprouvent la nécessité. Alors, j'ai eu envie de commencer pour parler du bac 2026 par les résultats du bac 2025 dans les lycées français de l'étranger. Donc, comme à l'accoutumée, ce sont des résultats aux examens qui sont excellents, euh, meilleurs qu'en France bien évidemment, et qui sont marqués. Donc, il y avait l'année dernière 22 079, je ne vais pas en oublier, inscrits au baccalauréat, qui, pour 98% d'entre eux, 98,3% d'entre eux, obtiennent leur bac. Donc, pour que ce soit comparable, en France, sur la série bac général, puisque en fait, dans les lycées de la EFE, à quelques exceptions près, on a quasiment que des bacs généraux, quelques bacs technologiques aussi dans un certain nombre d'établissements, mais beaucoup moins nombreux. Et donc, ça fait à peu près 2 points de plus que en France. Et ce résultat, globalement, est identique à celui de l'année précédente. Donc, pas d'évolution majeure par rapport à ça. Ce qui est en revanche sensiblement différent, c'est effectivement le taux de mention, puisque presque 83% des élèves obtiennent leur baccalauréat avec mention, ça veut dire avec au moins plus de 12 de moyenne générale. Euh, et donc ça, c'est 14 points de plus qu'en France. Et surtout, et c'est ce résultat-là qui est, je pense, le plus remarquable, 26,5% de nos élèves, donc plus d'un quart des élèves, obtiennent leur baccalauréat avec mention très bien. Et donc ça, c'est 2 fois plus qu'en France. Et c'est en hausse par rapport à l'année précédente, à la session 2024 du baccalauréat. Donc vraiment, ce sont, on peut le dire, hein, ce sont des résultats qui sont excellents. Euh, Les résultats au BFI, donc aux élèves qui passent le bac français international, sont encore plus impressionnants puisque donc ça représente 1140 élèves, donc ça fait environ 5% des inscrits au baccalauréat. C'est pas beaucoup. Leur taux de réussite est bien au bac est sensiblement supérieur puisqu'ils sont presque 99% à obtenir leur bac. Et surtout, ils sont 97% à avoir une mention à ce baccalauréat. Donc, ce qui correspond quand même un petit peu au profil des élèves qui choisissent de suivre un BFI, qui est un programme qui est plus exigeant en termes de volume horaire et en termes de travail, bien évidemment. Je rajoute à ces statistiques un peu indigestes, j'avoue que, en fait, au concours général 2025, donc le concours général, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Le concours général, c'est donc une épreuve, c'est un concours par discipline qui est ouvert aux lycéens. Et en fait, ce sont les enseignants qui propose d'inscrire tel ou tel élève à ce concours général. Donc, on est vraiment sur l'excellence de l'excellence. Et, euh, et cette année, au concours général 2025, ils sont quand même 46 élèves des lycées français de l'étranger à être lauréats de ce concours général, soit avec un premier prix, enfin un prix, donc premier, deuxième ou troisième prix, soit avec un accessite, soit avec une mention. Et ce qui est intéressant, c'est que, enfin, ce qui est amusant plutôt, j'ai envie de dire, c'est que à peu près tous les continents sont représentés, jusqu'à l'Australie, puisque de mémoire, au lycée français de Sydney, il y a un élève qui a un prix en sciences économiques et sociales. Donc voilà. Donc, ça, c'est pour nous dire un peu quand même de quoi on parle quand on parle du bac dans les lycées français de l'étranger.
En termes d'orientation, quand on regarde les bacheliers, la cohorte de 2025, donc celle qui a passé le bac l'année dernière, dans les lycées français de l'étranger, les trois quarts des élèves donc, font au moins un vœu sur Parcoursup, c'est-à-dire sur le système d'orientation français. Ça ne veut pas dire qu'ils font pas de vœux dans un autre système, mais par sécurité, par choix, pour se garder des portes ouvertes, etc., ils sont quand même 75% à faire un vœu sur Parcoursup, ce qui signifie que, on le reverra tout à l'heure, ben, leurs bulletins scolaires, leurs résultats scolaires, etc., vont être pris en compte aussi dans leur système d'orientation. L'immense majorité de ces élèves, 93%, ont reçu au moins une proposition d'admission à l'issue de la phase principale, une proposition d'admission ferme. Il y avait, il y a quelques années, un petit peu des inquiétudes sur comment les lycéens des lycées français de l'étranger étaient traités dans la plateforme, dans les processus de sélection. Et donc, ce résultat est quand même assez probant et montre bien qu'aujourd'hui, on n'est pas moins bien traité par la plateforme d'orientation parce qu'on vient d'un lycée français de l'étranger que quand on vient d'un lycée français en France. Au final, alors je n'ai pas les statistiques pour 2025 parce que je ne les ai pas trouvées, elles sont, j'imagine, pas encore publiques, mais il y a assez peu de raisons que ça change. En gros, un peu plus d'un bachelier sur deux finit, donc des lycées français de l'étranger, finit par choisir de faire ses études supérieures en France, au final. Donc, même s'ils sont trois quarts à candidater, au final, ils sont un peu plus de la moitié uniquement à accepter de manière définitive un vœu en France. Voilà. Donc voilà un peu pour cette, comment dire, un peu cette démographie de nos bacheliers dans les lycées français de l'étranger. Alors, si maintenant on s'intéresse, on rentre dans le vif du sujet et on s'intéresse au fonctionnement du baccalauréat. Depuis la dernière réforme, le baccalauréat fonctionne en combinant contrôle continu et évaluation, épreuve finale ou épreuve terminale. Donc, le contrôle continu euh, compte pour 40% du résultat du baccalauréat et les épreuves terminales, qu'elles soient passées en première ou en fin d'année de terminale, comptent pour 60%. Ça, c'est la proportion et c'est le grand principe. C'est un petit peu le même principe qui a été appliqué à partir de cette année dans la réforme du brevet où on est sur 50-50. En plus de ça, il y a quelques grands principes qui régissent le fonctionnement du baccalauréat et le calcul des résultats au baccalauréat. Parmi ceux-là, enfin, on va trouver essentiellement qu'une matière n'est évalué, ne compte pour le bac que soit en contrôle continu, soit en épreuve finale. Jamais les deux. C'est-à-dire que, je prends un exemple concret, le français, dont l'épreuve, enfin, dont les élèves passent en fin de première une épreuve écrite et orale, pour le bac, les notes de contrôle continu, c'est-à-dire les notes de leur bulletin, en français, en classe de première, ne compte pas. Pour le bac, on verra bien la distinction. En revanche, évidemment, elle compte pour l'orientation. Mais pour le baccalauréat, la note qui apparaîtra sur ce qu'on appelait la collante de bac, donc le relevé de notes de bac, c'est la note de l'épreuve finale qui est passée en fin de première. Ce qu'on appelle les enseignements communs, c'est-à-dire l'histoire-géographie, les langues vivantes, l'EPS, l'enseignement scientifique, hors spécialité.
Qu'est-ce que j'oublie? L'éducation civique, l'éducation à la citoyenneté, euh, ne sont évaluées qu'en contrôle continu. C'est-à-dire, là, on prend les notes de bulletin des enfants et la moyenne de ces notes de bulletin sur l'année de première et de terminale constitue la note de baccalauréat. Les élèves en première choisissent trois spécialités. Sur ces trois spécialités, ils ne vont en conserver que deux en classe de terminale, ce qui signifie qu'ils en abandonnent une en fin de première. Pour le bac, cette spécialité est évaluée sur la base du contrôle continu, c'est-à-dire que ce sont les notes de l'année de première des bulletins de vos enfants établis par le lycée qui sont prises en compte pour le calcul des résultats du baccalauréat. Les matières, les disciplines qui sont évaluées en épreuve finale sont le français, en première à l'écrit et à l'oral, les deux spécialités de terminale, la philosophie, le grand oral, et uniquement pour les élèves qui sont en première cette année, ou en seconde, ou en troisième, donc ça viendra, leur temps viendra, mais uniquement pour les épreuves, les enfants qui sont en première, euh, ils vont aussi avoir une épreuve de maths euh, qui est passée en fin de première. Voilà pour les grands principes, grands modes de fonctionnement du baccalauréat. Alors, comment ça fonctionne en termes de coefficients? Alors, je vais essayer de pas être, que ce soit pas complètement indigeste, mais donc je vais essayer d'aller au plus vite. Euh, Vous avez sous les yeux deux tableaux, parce que, ben, comme je l'ai dit depuis le début, les élèves de terminale, qui sont en terminale cette année, les coefficients appliqués correspondent au tableau de gauche. Les élèves qui sont en première cette année, et donc qui commenceront en juin à passer leurs épreuves anticipées, mais qui passeront les épreuves de terminale en 2027. Cela, comme vous allez le voir, il y a des petits changements en termes de coefficients du fait de l'introduction de cette nouvelle épreuve de maths. Donc, pour les élèves qui sont en terminale, en général, ils sont assez au point là-dessus. Vous voyez que toutes les matières de tronc commun, histoire, géographie, langue vivante, EPS, etc., sont affectées d'un coefficient 3 pour chaque année, donc 6 en tout. Euh, L'EMC, elle, est affectée d'un coefficient 1 et la spécialité abandonnée d'un coefficient 8. Ce qui vous donne vos 40 points, vos 40% de contrôle continu. Les épreuves finales, elles, les coefficients sont de 5 et 5 pour les épreuves de français, 32 pour les épreuves de spécialité, donc ça c'est quand même un très très gros coefficient, 16 par spécialité, 8 pour la philo et 10 pour le grand oral, pour un total de 60, auxquels peuvent se rajouter les options. Je vais faire un petit focus sur les options tout à l'heure, donc je ne vais pas rentrer dans le détail des coefficients d'options là tout de suite. Pour les élèves qui sont en première cette année, sur le contrôle continu, aucun changement. Qu'est-ce qui change? On intègre, comme vous le voyez ici, une épreuve de maths en fin de première qui est coefficient 2. Du coup, l'épreuve de grand oral qui sera passée en terminale passe coefficient 8 et non plus coefficient 10. Ça ne change rien à la répartition entre le contrôle continu et les épreuves finales. C'est-à-dire qu'on a toujours 40% de contrôle continu et 60% d'épreuves finales. Euh, et pareil, le système des options est maintenu.
En termes de calendrier. Donc, en juin 2026, voilà pour le coup, les élèves de première passeront leurs deux épreuves de français et leur épreuve de mathématiques. En règle générale, alors le calendrier qui a été annoncé pour la France, on n'a pas encore les calendriers spécifiques des différents lycées, des différentes zones de l'étranger. Mais le principe va être conservé. C'est-à-dire qu'ils passeront l'épreuve de français écrite, le lendemain, l'épreuve de maths. Les épreuves orales sont, dans la majorité des cas, donc en l'occurrence pour les premières, l'oral de français, organisées après les écrits. Ceci étant dit, l'an passé, du fait d'un calendrier un petit peu plus tardif que d'habitude, dans certains pays, les enfants ont passé les épreuves orales avant les épreuves écrites. Ce qui est un petit peu, pour les élèves, c'est pas évident en fait de jongler de cette manière-là. Donc les pays qui étaient concernés par cette organisation l'année dernière, c'était par exemple l'Espagne et la zone Espagne et Portugal, euh, l'Allemagne. euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'est les principales qui me viennent à l'esprit. La Côte d'Ivoire. La Tunisie, je crois. Voilà. Alors, c'est une question d'organisation, de calendrier, de disponibilité d'enseignants, etc. Enfin, c'est pas. Donc, est-ce que ça peut se répéter ou pas? J'imagine que ça peut complètement se répéter. Majoritairement, les élèves vont passer leurs oraux après les écrits. Voilà pour les premières. Pour les élèves de terminale, donc les 3 et 5 juin, donc là les dates sont fixes puisque ce sont les mêmes pour la France, à l'exception de la zone Amérique, qui a un calendrier spécifique. Donc les 3 et 5 juin, les élèves passent les épreuves de BFI. Donc les épreuves de BFI, ils ont deux épreuves écrites, ils ont une écrite de... Ah, pardon. Ils ont une épreuve Ah, ça m'échappe. De langue approfondie et de discipline non linguistique, en fait. Donc, ça peut être de l'histoire-géographie, ça peut être... Et puis, ils ont une épreuve de... Ah, ça s'appelle pas connaissance du monde, mais c'est à peu près ça. Le nom m'échappe là tout de suite. Euh, Sur ces dates-là, les enfants passent aussi les épreuves spécifiques des doubles bacs de type Abibac, Bachibac et Zabac, avec l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie. Et ensuite, autour de la mi-juin, donc de nouveau hors Amérique du Nord, pour lesquels c'est en général plutôt début juin, ils vont passer les deux épreuves de spécialité, l'épreuve de philosophie et l'épreuve de grand oral. Alors, dans l'ordre, ils passent, en règle générale, ils commencent par la philo, puis les deux épreuves de spé, puis le grand oral. Voilà. Euh, Sachant qu'ils ont une épreuve par jour, jamais plus. Voilà pour le calendrier. Donc, je ne sais pas si Cécile, à ce stade, tu as déjà des questions. Avant que je passe, ensuite, je passerai sur la nouvelle épreuve de maths. Oui, c'est pour ça. Je te laisse continuer. D'accord, ok. Ok. Donc, un petit focus parce que c'est quand même la grande nouveauté de cette année, c'est cette fameuse épreuve de maths qui est passée en première. Donc, alors, c'est une épreuve de 2 heures, donc 2 heures pas très long, sans calculatrice, coefficient 2. Donc, euh, l'épreuve est construite pour tous les élèves en deux parties. Il y a une partie sur 6 points qui est destinée à évaluer les automatismes mathématiques des élèves. C'est-à-dire que ce sont des questions simples, voire des QCM, qui vont porter sur
le calcul numérique et algébrique, les proportions, les variations, les fonctions simples et leurs représentations graphiques, les statistiques et les probabilités. Donc, il y a à la fois, on peut avoir à la fois, quand on regarde les sujets zéro, des résolutions d'équations simples, des calculs de taux de variation, euh, une factorisation, du calcul fractionnaire, des proportions, c'est-à-dire se dire, bah, ça c'est un tiers, donc voilà comment est-ce que je transforme un tiers ben, en sixième etc. Euh, voilà, donc euh, c'est c'est une partie qui n'est pas compliquée, mais qui, pour l'essentiel, s'appuie sur des bases mathématiques du collège, en fait, collège second. Et ensuite, pour 14 points, les élèves vont avoir 2 à 3 exercices indépendants les uns des autres qui vont permettre d'évaluer leurs compétences mathématiques. Donc, exercices, problèmes simples, etc. Donc, 2, 3 exercices. Évidemment, tous les élèves ne vont pas passer la même épreuve puisque les élèves ont des profils différents. Donc, il va y avoir 2 types d'épreuves, 2 épreuves. Une pour les élèves qui suivent l'enseignement de spécialité mathématiques en première et une élève pour les élèves qui ne suivent pas l'enseignement de spé mathématiques en première. Donc, le programme examinable pour les 2, 3 exercices. Et pour les élèves qui ont l'aspect maths, le programme de spé maths première. Pour les élèves qui n'ont pas l'aspect maths, c'est sur le programme de mathématiques de tronc commun, celles qui sont dans le contrôle continu inclus dans dans l'enseignement scientifique. Euh, J'insiste sur un point, c'est que euh, en termes d'orientation, les formations du supérieur ont tendance à survaloriser les notes obtenues aux examens, partant du principe que ces notes sont plus indépendantes, plus objectives, parfois que les notes de contrôle continu. À tort ou à raison, j'ai pas de, pour le coup là, j'ai pas d'avis. Mais c'est le cas par exemple de Sciences Po, quand on candidate à Sciences Po Paris, la note de l'écrit de bac de français compte pour 60% du dossier. Donc effectivement, c'est surpondéré par rapport à l'ensemble du reste des notes. Pour les élèves qui sont en première cette année, il est possible que cette épreuve de mathématiques, qui va constituer effectivement une note objective d'examen avec donc anonymat des copies, multiplication des correcteurs, etc., qu'elle ait aussi un poids non négligeable dans les dossiers d'orientation. Là, c'est ce que j'imagine. Euh, je ne peux pas dire que c'est certain, mais c'est possible. Donc voilà pour cette épreuve de mathématiques qui est donc au final coefficient 2 et qui donc conduit à diminuer le poids de l'épreuve de grand oral en terminale et qui met le grand oral au même coefficient que la philosophie en terminale. Voilà pour cette première partie. On passera ensuite aux enjeux pour les élèves. Là, Cécile, je te donne la main, je pense. Oui, est-ce que tu peux revenir sur les options? Comment ça se... Est-ce que tu peux donner plus de détails sur la répartition des notes des options? Je vais y revenir juste après. Ah, ok, bon, bah, ok. Sinon, il y avait des questions pour les maths, mais tu y as répondu, donc tu peux continuer. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour les élèves, tout ça? Ça signifie que d'abord, bah, forcément, il va falloir travailler régulièrement sur 2 ans euh, avec un double objectif. Un objectif de dossier d'orientation, bien évidemment, et un objectif de baccalauréat, puisque en particulier pour les enseignements communs,
et la spécialité abandonnée en première, euh, les notes obtenues en cours d'année vont au final être utilisées pour calculer la note de baccalauréat. Alors, je vais insister parce que sur le point suivant, parce que c'est aussi une nouveauté de cette année, enfin, une nouveauté. En réalité, ça existait déjà, mais en tout cas, c'est une nouveauté traduite dans les textes. Euh, Toutes les évaluations que vont faire vos enfants, ou que vont faire les élèves en première et en terminale, ne vont pas nécessairement être prises en compte dans la note de contrôle continu. Les enseignants ont la possibilité d'affecter un coefficient zéro à une note. Alors, je pense que certains le faisaient déjà, mais maintenant, c'est véritablement entré dans les textes. C'est une vraie possibilité. Imaginons, je ne sais pas moi, un enseignant qui décide de faire une interro de cours, une interro surprise de cours un matin, pour voir comment travaillent ses élèves, évaluer leur progrès, voir très bien. Il peut décider au final que, enfin, il peut décider que cette interrogation ne compte pas dans le contrôle continu parce qu'elle ne correspond pas aux compétences attendues par rapport à la discipline pour l'élève et le niveau, enfin le niveau de la classe. Euh, Normalement, le poids d'une épreuve dans la moyenne du bulletin doit être communiqué à l'avance aux élèves. Euh, et vous avez normalement, avec les bulletins de trimestre, un relevé de notes qui est joint au bulletin avec les moyennes, relevé de notes qui reprend toutes les notes obtenues par l'élève pendant le trimestre ou le semestre et qui vous dit, bah, celle-là, elle était coef 1, celle-là, elle était coef 3, celle-là, elle était coef 0, etc. Ce qui permet de voir à la fois comment a été calculée la moyenne et comment les élèves sont évalués. Tout ça, c'est pour effectivement un petit peu donner du sens aux évaluations parce que toutes les évaluations n'ont pas le même objectif. Il y a ce qu'on appelle des évaluations sommatives qui permettent véritablement de faire le point sur, à un moment donné, en préparation d'une épreuve de bac ou pour évaluer des compétences, etc., sur une partie du programme. Et il y a des évaluations qui ont d'autres objectifs, s'assurer qu'un cours est appris, s'assurer que des automatismes sont bien mis en place, s'assurer qu'une méthodologie a bien été comprise, etc. Euh, le... Dans le cas où la moyenne d'un élève n'est pas représentative de son niveau, donc, imaginons il a été absent à, je sais pas, moi par exemple dans ma matière en SES, les enseignants vont faire allez, 3 évaluations, 3 gros contrôles dans le trimestre. Bah, parce que un élève a eu la grippe, il a raté une, voire 2 évaluations sur les 3. Donc, auquel cas, c'est plus vraiment une moyenne. Donc, dans ces cas-là, une épreuve de remplacement peut être organisée par le lycée pour permettre à l'élève d'avoir une moyenne, d'obtenir une moyenne qui corresponde un peu plus à véritablement au travail effectué et aux compétences acquises. Pour les candidats qui sont considérés comme étant individuels, par exemple les candidats du CNED. Et, tous les ans, on accompagne certains candidats du CNED. Les épreuves de contrôle continu pour les enseignements communs sont normalement organisées 2 fois par an par le rectorat, dont dépend l'élève. Donc, ce qui fait qu'il a quand même des notes de contrôle continu. Pour les épreuves terminales, il n'y a plus non plus de correctif académique. Ça veut dire que les notes sont harmonisées, bien évidemment,
Mais il n'y a plus de correctif général, je ne sais pas moi, parce que ça arrivait de temps en temps qu'une académie trouve que le sujet était trop dur ou que les notes n'étaient pas assez bonnes et monte toutes les notes de 2 points. Euh, donc ça, maintenant, ça ne peut plus avoir lieu. Donc une fois que le barème a été posé et que les notes ont été harmonisées avec des copies tests, etc., certaines copies en double correction, il n'y a plus de changement possible. La note est la note. Et les notes sont toutes arrondies au point supérieur, il n'y a pas de demi-point. En ce qui concerne l'orientation, euh, et ça c'est important pour les élèves, sont pris en compte les bulletins. Alors, pour l'orientation en France, sont pris en compte uniquement les bulletins de première et les 2 premiers bulletins de terminale si les bulletins sont trimestriels. Si les bulletins sont semestriels, c'est 2 bulletins de première et un bulletin de terminale uniquement. En ce qui concerne les systèmes d'orientation à l'étranger, genre UCAS, UCAS par exemple, UCAS fonctionne avec un système de predicted grades. Donc les élèves vont saisir, puisque c'est très tôt, leur note de première de mémoire. Euh, Peut-être les notes du premier trimestre de terminale, mais je ne suis pas sûre. Et surtout, leurs enseignants vont leur fournir des predicted grades qui seront intégrés dans UCAS et qui serviront aux universités britanniques à évaluer les candidatures. Euh, En ce qui concerne les autres systèmes, on se base essentiellement sur les bulletins scolaires des élèves. En ce qui concerne les options, j'y arrive. Alors, les options, j'ai mis effectivement, c'est un choix à réfléchir parce que, en fait, les options, depuis la réforme du baccalauréat, les notes de première et de terminale d'options sont prises en compte, qu'elles soient ou non supérieures à 10. Ce qui signifie, en clair, que une option peut vous faire perdre des points. Un élève qui a 8 de moyenne en option, il perd des points. Il n'y a pas de... On ne prend plus en compte uniquement les notes au-dessus de 10. Donc, chaque option, chaque année d'option est affectée d'un coefficient 2 sur 100, avec un maximum de 14 points de coefficient au total. C'est-à-dire que ça veut dire qu'un élève peut avoir 2, 4, 6, 8. Il peut avoir 3 options en première et terminale, plus une option uniquement en terminale. Ça fonctionne. Ça fait 14. C'est le maximum. C'est le cas, euh, c'est le cas dans mon schéma, c'est le cas à droite. Bon, ça fait beaucoup d'heures hein, quand même pour les élèves, mais on peut tout à fait imaginer un élève qui va prendre comme option, comme dans l'exemple qui est là, LV3 italien, latin, grec et maths complémentaires. Donc, il y a des options qui sont ouvertes pour les 2 années, donc première et terminale, de type langue vivante, enfin troisième langue vivante, de type art plastique, de type langue ancienne comme le latin et le grec. Euh, donc, je dis art plastique, mais en fait, c'est tous les arts, hein. Ça peut être danse, ça peut être théâtre, ça peut être musique. Euh, donc, ça, ce sont des options qui sont ouvertes sur les 2 ans. Souvent, ce sont des options qui sont d'ailleurs ouvertes dès la seconde, en réalité, dans les établissements. Euh, et ensuite, vous avez des options. Il y a 3 options qui n'existent que en terminale. Il n'y a pas toujours dans tous les établissements les 3 options. Il y en a les 2 options de mathématiques sont partout présentes, je crois. En revanche, l'option droit et enjeux contemporains, c'est pas systématique. Donc, ces options, c'est effectivement droit et enjeux contemporains, donc qui est une option de sciences humaines.
Euh, et ensuite, vous avez deux options de maths. Une option qui s'intitule maths complémentaire. Maths complémentaire qui est réservée aux élèves qui n'ont pas la spécialité maths en terminale. Et une option maths experte qui, elle, est réservée aux élèves qui suivent déjà l'aspect maths en terminale. Donc, et qui sont plutôt des profils d'élèves qui se dirigent vers des études en ingénierie, on va dire. Des vraies études scientifiques ou classe prépa scientifique, etc. Voilà un peu le profil. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu aux questions relatives aux options, Cécile. Oui, c'est bon, tout y est. Tout y est. Bon. OK. Donc, voilà un peu quels sont les enjeux pour les élèves. Donc, en termes de focus, et puis après, je te donne la main si tu as des questions. En termes de préparation, sur l'ensemble du lycée, il faut en fait, effectivement, en seconde, qui est l'année de découverte du lycée. Donc, même si pour la plupart de nos élèves dans les lycées français de l'étranger, ils ne changent pas de lieu géographique, etc. Donc, c'est souvent pas un énorme changement. La rentrée au lycée, ils rentrent par la même porte, etc. Ils voient les mêmes surveillants, ils sont dans la même cour. Bon, mais quand même, en termes d'attendu, d'exigence, etc., la classe de seconde marque une réelle étape. Et donc, il faut en fait, effectivement, ce qui est important pendant cette année de seconde, c'est vraiment de construire une boîte à outils qui soit bien solide pour pouvoir choisir ses spécialités. Donc ça se passe en fin de deuxième trimestre de seconde, que les élèves émettent des premiers vœux qui confirmeront au troisième trimestre. Mais donc, en fait, de manière à se donner le choix. Et l'autre gros objectif de la classe de seconde, bah, c'est effectivement de renforcer sa culture littéraire et sa méthodologie en lettres pour préparer l'année du bac de français, qui, je vais le voir par la suite, va très très vite en fait. En première, ben, le premier objectif, c'est effectivement le bac de français. Donc là, le programme est quand même assez dense pour les élèves. Donc, ils ont quatre œuvres complètes à étudier, chacune dans comment dire, dans un genre littéraire particulier. Donc, ils vont travailler une œuvre de poésie, ils vont travailler une œuvre de théâtre, une œuvre de romanesque et une œuvre en littérature d'idées. Euh, Quand je dis travailler une œuvre, bien sûr, ils vont voir différents textes, différents auteurs, etc. Mais il y a une œuvre qu'ils vont travailler de manière complète. Donc, ça veut dire que c'est un travail en profondeur sur cette œuvre. Pour vous donner une indication, notre chef de département de lettres considère que l'œuvre en question devrait avoir été lue par les élèves au moins deux fois. Une première fois en lecture normale, j'ai envie de dire, on lit l'œuvre comme on lit un livre, normal, et une deuxième fois avec un stylo et un surligneur pour identifier un certain nombre d'éléments, de caractéristiques littéraires, d'outils littéraires, de... Voilà. Euh, la dissertation, le sujet de dissertation qui est proposé au bac de français portera sur une de ces œuvres. Cette année, donc, les enseignants de vos enfants ont le choix pour chacun de ces objets d'études, chacun de ces genres littéraires, ont le choix entre trois œuvres. Donc, il est possible que dans un lycée, la classe de Monsieur X ait choisi Manon Lescaut, par exemple en roman, et que la classe de Madame Y ait choisi d'étudier Colette, le roman de Colette, qui s'appelle Sido. C'est tout à fait possible. Ils vont travailler aussi la méthodologie du commentaire composé, puisque le jour de l'épreuve, ils vont avoir le choix entre un commentaire composé sur
soit un extrait de roman, soit un extrait de pièce de théâtre, soit un poème, soit un extrait d'un texte de littérature d'idées. Et donc là, ils vont travailler sur un texte que, en règle générale, ils n'ont jamais vu. Soit ils ont le choix avec une dissertation sur une des 4 œuvres qu'ils ont étudiées pendant l'année. En plus de ça, en première, ils vont travailler 16 textes en analyse linéaire. Donc, c'est différent de ce qu'ils font en commentaire composé. Donc, une analyse linéaire, c'est vraiment une analyse ligne à ligne d'un texte. Enfin, euh, ils vont travailler 16 textes en analyse linéaire pour leur oral de bac de français. Donc, ça, c'est le programme de français. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez c'est dense. Euh, Ils ont aussi comme point de vigilance à s'assurer que leurs résultats de contrôle continu sur la spécialité qu'ils vont abandonner restent corrects, voire bons, de manière à ne pas être pénalisés, puisque ce sont ces notes de contrôle continu qui feront leur note de bac et que c'est quand même coefficient 8, donc autant que la philosophie ou le grand oral. Donc, ça, c'est quand même un point de vigilance. Et puis, pour les élèves qui sont en première, il faut aussi, en plus cette année, bah, préparer leur épreuve de maths. Donc, pour les élèves qui n'ont choisi aucun enseignement scientifique, qui sont en première avec uniquement des spécialités non scientifiques par choix, c'est vrai que ça va demander un travail supplémentaire de se préparer à cette épreuve de maths. En classe de terminale, euh, bon bah là on le sait, on a le bac en fin d'année, plus l'orientation. Donc c'est vrai que le début d'année est souvent très très chargé avec des visites d'établissements du supérieur, avec enfin, des journées portes ouvertes, avec la préparation des dossiers. Dans certains systèmes, certains dossiers sont à rendre très tôt. Je pense par exemple en Angleterre, pour certaines universités les dossiers sont à rendre début octobre. Là, je ne sais plus si c'est pas aujourd'hui d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est très chargé. Euh, pour préparer les épreuves de spé, dont les coefficients sont très lourds, 16 et 16 dans chaque spé, il n'y a pas de mystère. Il faut travailler régulièrement de manière à s'assurer que on arrive aux épreuves assez confiant et assez sûr de ses connaissances. En plus, en terminale, ben, démarre la philosophie. Donc là, il faut appréhender une nouvelle matière, une nouvelle manière de raisonner avec un programme qui, là aussi, est très lourd, puisque, en fait, les élèves travaillent sur 17 notions au cours de l'année. Donc, et que ben, 17 notions, je sais pas, une notion, c'est par exemple la liberté, la conscience, le bonheur, la technique, la nature, l'art, la religion. Voilà, il va falloir apprendre à philosopher, à raisonner de manière philosophique en fonction de ce qui est attendu aux épreuves et aussi bah, apprendre le contenu et maîtriser du contenu des auteurs sur chacun de ces thèmes. En philo, les élèves ont le choix entre 2 sujets de dissertation et un commentaire de texte philosophique. Donc, ils ont 3 options. J'en ai parlé en classe de terminale, les élèves ont aussi à construire leur dossier d'orientation et à préparer leur sujet de grand oral. Alors, le sujet de grand oral, euh, si je prends 2 minutes pour intervenir, évidemment, enfin pour faire une remarque, évidemment que les enfants utilisent, et ils ont bien raison, l'intelligence artificielle pour préparer leur sujet de grand oral. Ils ont un peu tendance, parce qu'il n'y a pas d'heure véritablement dédiée dans l'emploi du temps, à s'y prendre au dernier moment. Euh,
on l'a vu l'année dernière, lors des épreuves de l'année dernière, quand même, globalement, les élèves qui avaient un sujet complètement ChatGPT ou ont été assez pénalisés. Et s'ils n'ont pas été capables d'expliquer, de répondre à des questions précises sur le vocabulaire qu'ils utilisaient, etc., ils ont été à juste titre, bah, ils n'ont pas eu forcément des notes excellentes. Donc, voilà, préparer son sujet de grand oral, ça peut demander un peu de temps. En tout cas, au moins pour choisir son sujet, y réfléchir et prendre quelque chose. Vraiment, mon conseil, ce serait de dire aux élèves, ben, prenez quelque chose qui vous intéresse d'un point de vue personnel et qui rentre dans vos matières, parce que c'est quand même là, on se rend compte que les élèves sont les plus convaincants et les meilleurs. Donc voilà pour ces épreuves de terminale. Cécile, est-ce que tu as des questions? Oui, une question concernant les élèves de première. Oui. Euh, Quel conseil tu donnerais pour choisir la spécialité à abandonner? Est-ce que c'est juste stratégique ou pas forcément? Alors, la spécialité à abandonner, c'est pas nécessairement enfin, ça peut être stratégique au vu de l'orientation. Ça peut aussi être alors, c'est souvent fait en fonction du goût des élèves et de leur projet d'orientation. Et c'est en général le meilleur combo. C'est-à-dire que c'est pas tellement calculatoire, c'est plutôt, c'est ça, là, je conserve les deux spécialités qui m'intéressent le plus, qui m'ouvrent le plus de possibilités par rapport à mes projets d'orientation, même s'ils sont encore indécis, et c'est pas très grave, mais qui vont me donner le plus de choix. C'est quand même ça qu'il faut privilégier plutôt que juste la note brute. Alors c'est vrai, hein, tous les ans, on a des élèves qui nous disent, ben, en fait, j'ai envie d'abandonner cette spé, mais j'ai que 11 et c'est vraiment pas terrible. C'est vrai, mais c'est parfois plus pertinent parce que souvent, s'ils n'ont pas une très bonne note, c'est que bah, la matière les passionne pas. Et les spécialités qui sont conservées en terminale, il y a un volume horaire qui est conséquent au-delà du coefficient. Et donc, il vaut mieux conserver des spécialités dans lesquelles l'élève va aimer travailler et va réussir, j'ai envie de dire, ou mieux réussir que dans d'autres. Tu parlais du grand oral tout à l'heure. À partir de quand tu dirais qu'il faut se mettre à choix, commencer à réfléchir à son sujet, si par exemple il n'y a pas vraiment de consignes côté lycée? Bah, je dirais en gros, février-mars, c'est bien, au plus tard. C'est-à-dire que quand effectivement les dossiers d'orientation sont quasi bouclés ou en tout cas un peu finalisés, là on peut se mettre véritablement enfin, on peut se consacrer véritablement au grand oral. Et parfois, c'est plutôt parce que les élèves ont envie de travailler sur des sujets qui sont quand même un peu costauds, un peu balèzes, et que bah, il faut du temps pour collecter des données, pour avoir des choses à dire. Je sais pas, moi, là, en ce moment, j'ai un élève au Brésil qui va passer le bac au mois de novembre, et il travaille sur l'impact de l'architecture haussmannienne sur la structuration sociale à Paris à l'époque du baron Haussmann. Bon, il travaille là-dessus parce qu'il a envie de faire des études d'architecture, parce qu'il connaît Paris, parce que ça l'intéresse, euh, parce qu'il a vu un reportage sur une partie de ça et que vraiment il a trouvé ça intéressant. Mais bah, c'est pas un sujet facile, donc c'est un sujet qui va quand même demander du temps et de l'énergie. Donc c'est assez dangereux de se garder ça pour le dernier mois juste avant les épreuves. C'est pas forcément un excellent calcul. J'ai fait le tour des questions. Ok. Donc pour finir en fait en termes et rapidement pour finir en termes d'accompagnement qu'on peut proposer aux élèves qui en ont besoin. Donc en fait on propose trois formes d'accompagnement, du suivi régulier.
Donc avec des cours hebdomadaires à raison de 2 heures par semaine, où on accompagne les élèves dans leurs apprentissages. Et ça, bien évidemment, dans toutes les matières, sauf les langues vivantes, puisque en fait, les élèves des lycées français de l'étranger, vraiment, n'ont quasiment jamais de besoin en langue vivante. Ils sont même plutôt super forts. Euh, voilà, on propose des modules à la carte qui, alors entre 3 et 6 heures, vont permettre de répondre à un besoin ponctuel. Donc, par exemple, bah là, on a un petit groupe d'élèves qui voulaient travailler la méthode de la disserte en SES. Bon, bah voilà, en 6 heures, 2 séances sur une semaine ou 2 semaines maximum, on va retravailler à partir d'un chapitre la méthodologie de la dissertation en sciences éco. On peut faire pareil en philo. En français, on peut travailler sur une œuvre particulière. En 6 heures, voilà, on peut travailler sur Manon Lescaut et voir ben, à la fois les personnages, le contexte historique, le contexte politique, littéraire de l'œuvre et les dissertations associées à cette œuvre. En maths, on a des élèves qui viennent parce qu'ils ont un souci sur un chapitre. Et parfois, un chapitre, c'est 4 heures de cours, en fait, hein, qui permettent de reprendre les fondamentaux du cours et de refaire des exercices progressifs pour que les élèves se sentent plus à l'aise sur ce chapitre. Donc ça, c'est vraiment c'est des petits modules qui répondent à un besoin précis. Et puis ensuite, on a effectivement des stages pendant toutes les vacances scolaires. Donc les vacances scolaires de vos établissements, donc de vos zones, qui vont permettre soit de réviser, soit de rattraper certaines lacunes, soit d'aller un peu plus loin pour améliorer ses notes. Tout dépend des objectifs des élèves. Et qui là sont organisés sur 5 jours ou 6 jours selon les niveaux par demi-journée. Voilà. Alors, pour accompagner vos enfants, et c'est la spécificité d'Averroès, c'est qu'on ne travaille qu'avec des enseignants qui sont enseignants, examinateurs, etc., jury de concours post-bac, examinateurs au bac de français, voilà, donc qui ont complètement l'habitude de travailler avec les élèves des lycées français de l'étranger et qui connaissent les exigences, en fait, des épreuves, les attendus, la manière de rédiger en mathématiques et en physique, par exemple, qui peuvent faire une énorme différence. Euh, voilà. Et donc, vous trouverez toutes les informations sur notre site internet. Vous pouvez bien évidemment nous contacter, soit pour des questions par rapport au bac et aux nouvelles épreuves ou aux nouvelles règles, soit par rapport à d'autres problématiques particulières ou parce que votre enfant a un besoin. Voilà. On reste bien sûr à votre entière disposition. Et notre prochain webinaire dans 15 jours sera consacré, on fera un focus sur les maths et la physique-chimie au lycée. Euh, et, euh, et voilà. Donc, je pense que tu n'as pas d'autres questions, Cécile. Non, pas d'autres questions. Merci beaucoup. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup pour votre temps. Je vous souhaite une très, très bonne soirée à tous et je vous dis à bientôt. Et merci beaucoup, Mélissa, pour ta participation ce soir, avec encore toutes mes excuses. Au revoir.